Bonsoir à tous. Désolée pour les petites minutes de retard, on a eu des petits problèmes de setup. Est-ce que vous nous entendez bien en ligne? Super, merci Anne-Laure et Jeanne. Super, merci beaucoup. Comment je fais pour défiler le PowerPoint? Du coup, on est en présence donc de nos 3 alumni ce soir. Je vais introduire rapidement du coup donc DataBird en quelques chiffres pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, même si je vois qu'on a pas mal d'alumni ce soir. Du coup, DataBird, en quelques chiffres, c'est plus de 4000 étudiants avec une satisfaction générale de 4,9 sur 5 et un taux de retour à l'emploi après la formation à 93%. La data est notre spécialité, c'est vraiment notre cœur de métier. On a commencé avec des formations de data analyse. Aujourd'hui, on se diversifie sur d'autres métiers, mais on garde toujours la data comme mission clé. Et ici, je vous ai remis DataBird en quelques mots. Mais voilà, globalement, c'est un accompagnement complet en sachant que nous, donc, on a une école. Donc, on accompagne des étudiants tous les 2 mois. C'est des compétences qui sont actionnables directement dans les entreprises puisque notre formation a été co-créée avec des personnes qui travaillent dans la data en entreprise. Et c'est une pédagogie alliant innovation et pragmatisme. Je laisse maintenant nos 3 intervenantes se présenter. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc moi c'est Estelle et j'ai fait le batch data analyst en présentiel il y a donc maintenant 5 mois, c'était en septembre 2024. Bonjour, et ben moi c'est Aurore et comme Estelle, j'ai fait la formation de data analyse, le batch 21, afin de me former sur les compétences techniques de data analyst. Et enfin, moi c'est Océane, du coup j'ai fait le batch 21 avec les filles et j'ai aussi ensuite suivi une formation Analytics Engineer pour compléter les compétences que j'avais acquises pendant le batch en présentiel à Paris. Super, merci beaucoup les filles pour cette première petite intro. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un peu une question-réponse. Si en live, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en ligne ou même ici, présent. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par la première question qui est pourquoi est-ce que vous avez initié cette reconversion? Dans quel but vous avez pensé à la data analyse? Alors moi, c'était parce que j'étais en contrôle de gestion. Du coup, j'ai fait des études en compta, contrôle de gestion. Une fois arrivée en contrôle de gestion pour mon premier CDI, j'ai été chargée de mettre en place Power BI au sein de l'entreprise. J'avais des projets un peu data, etc. Donc ça m'a énormément intéressée. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dans ce job-là. Quand j'ai changé de travail pour un autre métier aussi en contrôle de gestion, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup moins d'outils. Je travaillais beaucoup moins en data. Je faisais plus d'analyse ad hoc finalement et c'était vraiment moins automatisé et ça m'a moins plu. C'est pour ça que j'ai décidé du coup de me former concrètement en bootcamp du coup, pour le format un peu court, et de revoir toutes les bases en data pour vraiment me spécialiser en data analyse du coup. Alors moi je viens de l'univers RH, donc les ressources humaines. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les ressources humaines et en fait au fur et à mesure de mes expériences, je me rendais compte que ce domaine n'était peut-être pas celui qui était fait pour moi. Et donc, j'ai fait d'abord un bilan de compétences l'année dernière. Et ce bilan de compétences m'a amené en fait à plusieurs réflexions. Et je suis aboutie dans mes réflexions au métier de data analyst. Parce que dans mes expériences RH, je faisais de l'analyse de données, même si ça reste de l'analyse de données RH. Et je me rendais compte que c'était un peu le fil rouge de mes diverses expériences et que c'est plus ça qui m'avait plu. Donc après mon bilan de compétences, j'ai cherché en fait les formations disponibles en data parce que forcément je me suis renseignée, j'ai vu qu'il fallait des compétences dans des langages informatiques, SQL et Python et puis de la data vise. Donc c'est comme ça que j'ai abouti chez DataBird. Et pour terminer, j'ai une reconversion qui ressemble plutôt à celle d'Aurore, puisque finalement, j'ai aussi fait un bilan de compétences pour savoir vers quel métier me diriger après mon parcours en retail chez Decathlon.
Et c'est parti du fait que j'avais envie de changer de secteur d'activité. J'étais plutôt fatiguée du rythme que peut demander le retail, même si j'ai beaucoup apprécié mon parcours professionnel chez Decathlon. Et suite à ça, donc, j'avais quand même envie de garder une notion d'analyse dans mon métier futur. Et en cherchant, j'ai trouvé ce métier de data analyst que je ne connaissais pas auparavant. Et j'ai bien vu qu'il fallait une formation assez technique pour pouvoir faire ce métier-là et que de manière autonome, j'aurais pas forcément réussi à pouvoir me former. Donc j'ai fait des recherches sur tous les organismes de formation que j'ai pu, qui existent, quoi. Ma motivation principale, c'était le présentiel. Et il n'y en avait pas énormément qui proposaient du présentiel et surtout qui s'étaient rendus disponibles pour m'accompagner dans la découverte de la formation aussi en présentiel sur Paris. Donc c'est comme ça que je suis arrivée chez DataBird et on en parlera après, mais j'ai pas été déçue de l'accompagnement en présentiel, pour ne pas redire ce mot pour la 10e fois. Super, merci les filles. Du coup, deuxième question, est-ce que vous auriez des conseils pour d'une part réussir la formation, donc en présentiel plutôt celle que vous avez suivie, et d'autre part réussir votre insertion sur le marché de la data? Pour réussir la formation, déjà, je pense qu'il faut être sûr de savoir dans quoi on met les pieds, c'est-à-dire se documenter, comme on le ferait pour n'importe quelle autre formation. Je pense que ça doit être vraiment une motivation perso et pas être en attente comme on pourrait être à la fac de ce que vont nous apporter les profs, et nous être plus moteur dans notre manière d'apprendre. Parce que en fait, c'est pour nous qu'on le fait, quoi. Je veux dire, on a plus de 18 ans, donc voilà, faut vraiment le faire pour soi et se motiver à le faire aussi en dehors des temps de cours qu'on peut avoir. Même si je pense que les temps de cours peuvent suffire. Après, ça dépend de chacun et de nos capacités d'apprentissage. Et voilà. Et après, je trouve que tout est plutôt fait pour qu'on arrive à réussir, que ce soit les temps qu'on a pris individuellement, parfois avec nous, certains professeurs quand on avait du retard sur certains cours, ou même les travaux de groupe qui étaient faits pour que justement entre nous on puisse s'aider. Donc à part la motivation perso, je pense que tout est fait pour réussir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon ressenti. Oui, je suis d'accord. Non, oui, je suis d'accord. Ce que fait DataBird aussi, c'est le prep work avant d'arriver dans la formation. Moi, je trouve ça utile parce que, en fait, la première semaine de formation, on reprend un peu ce prep work. Et moi, ça m'a aidée parce que... en fait, ça m'a mis tout de suite à l'aise, vu que j'avais déjà vu ces sujets-là pendant le prep work. Je trouve que ça permet de faire une première semaine plutôt tranquille, en se disant c'est bon, j'ai vu ces notions-là, et donc on rentre plus à l'aise dans la formation les 2 mois, qui peuvent être intenses, mais qui se font très bien si on est assidu et qu'on écoute. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter pour le coup. Mais c'est vrai que moi, je m'étais énormément renseignée de est-ce qu'il faut que je fasse du travail en amont, etc. Le prep work m'avait énormément rassurée, puisque ça met vraiment un premier pied dans la data, vraiment. Ça rassure sur les connaissances qu'on a déjà un petit peu et puis celles qu'on va acquérir derrière. La formation est assez challengeante, mais pour le coup, elle est hyper abordable et accessible. Et on est très bien accompagné pour ça, donc non, de la motivation effectivement, et puis de l'engagement finalement dans la formation. Ouais. Ouais, c'était sur l'insertion, mais si vous voulez, on peut aussi compléter avec la question du coup, comment est-ce que vous appliquez la data aujourd'hui dans votre métier, et du coup, quels sont les conseils pour bien l'appliquer et réussir son insertion? Déjà, dans le contenu des cours qu'il y a chez DataBird, il y a quand même beaucoup de notions qui sont balayées. Et moi, je me suis rendu compte que ne serait-ce que sur les entretiens que j'ai pu faire, les tests techniques ou les entretiens oraux, on avait déjà vu beaucoup de choses. Donc en fait, même s'il y a ce stress, en tout cas pour ma part, de me dire « ok, j'ai fait que 2 mois », je me suis vite rendu compte qu'on avait vu beaucoup de choses et que c'était pas juste de la découverte, mais qu'on avait déjà pas mal appliqué. Donc rapidement, je me suis sentie de plus en plus à l'aise à force de faire des entretiens, parce qu'évidemment qu'on ne trouve pas au premier coup, sans vouloir casser le mythe, mais c'est pour tout pareil. Et après, alors ça c'est très perso du coup dans mon cas, mais ce que j'utilise au quotidien, c'est à 80% du temps SQL.
Et comme c'est la première chose qu'on a vue chez DataBird, pour le coup, j'ai pas été dépaysée ni pour le test technique, ni pour les premières journées de travail. Et aujourd'hui, plus le temps passe, plus je suis familiarisée avec les outils de l'entreprise. Donc franchement, je n'aurais pas pu espérer mieux comme formation. Et même des fois, je me suis dit, ah ben mince, tout ce que j'ai appris, j'utilise que 20% de la formation. J'ai presque peur de laisser de côté tout ce qu'on a vu, même si je sais bien qu'avec le temps, je pourrais m'en servir et réutiliser. Mais pour le coup, c'était suffisamment complet pour ce que moi, j'en fais aujourd'hui. Sur la partie insertion, moi je dirais... Ah, c'est pas cuisine. Ah, j'adore, arrête-toi. Oui, alors on a été coupés déjà. Du coup, la question était sur comment s'insérer dans le milieu de la data. Moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Estelle, je trouve qu'aussi, c'est la première fois moi, que je passais des tests techniques dans des entretiens. Et donc, j'étais assez stressée parce que j'en avais jamais passé de ma vie. Dans ma vie professionnelle d'avant, j'avais pas à le faire. Et je me disais, on va me comparer à des gens qui ont fait un master en data et qui sont surdimensionnés. Donc j'ai eu... Je ne sais pas si on nous entend. Ok. Et au final, ce que je voulais dire, c'est que chez DataBird, on apprend les bases. Et donc, en fait, les tests techniques se sont bien passés parce que finalement, on nous demande des choses qui peuvent nous paraître basiques, mais qui conviennent parfaitement en entretien. Moi, là où je suis en ce moment chez Carrefour, on m'a même fait un feedback d'entretien en me disant que mes réponses avaient été meilleures que celles d'étudiants qui sortent d'une formation spécialisée dans l'informatique ou la data. Donc, ne pas hésiter à prendre confiance et avoir confiance dans les bases qu'on a acquises durant la formation. Ouais, pour le coup, je suis complètement d'accord. Le bootcamp, il est court, certes, il y a 2 mois. Je crois que c'est 2 mois, 4 semaines, enfin 8 semaines du coup. Mais il est très complet, il est très intense. Il est accessible toujours, mais il est très intense. Et du coup, on voit énormément de notions. On voit du Python, du SQL, du Power BI, du BigQuery, etc. Et du coup, je trouve que pour les entretiens, finalement, on est préparé aux tests techniques. Alors, il y a toujours des tests techniques un peu étonnants, mais en règle générale, on est préparé. Et puis on arrive à s'en sortir sur SQL notamment. Moi j'avais eu des tests techniques où je devais corriger une requête et ça c'était plutôt très bien fait. Alors c'est un exercice auquel c'est pas hyper évident comme ça de corriger la requête de quelqu'un, mais pour le coup ça avait été plutôt faisable. Et pour l'entretien aussi que j'avais passé du coup pour Equancy, chez qui je travaille actuellement, c'était faire un rapport Power BI. Donc c'est pareil, ça avait été hyper ok de le faire et même si on se sent pas toujours à l'aise au début, qu'on a un peu peur de pas être à la hauteur, pour le coup la formation prépare à ça et donc ça ne pose pas de souci. Et oui, et pour le quotidien, moi je suis consultante du coup en data. Donc là, pour l'instant, je suis dans une première mission où je fais un taf de data analyst dans une bijouterie, enfin pour un secteur de la bijouterie. Ça fonctionne encore ouais. Dans le secteur de la bijouterie. Et donc, je suis amenée à travailler donc, essentiellement sur Snowflake, donc avec du SQL. Également, j'ai repris un petit peu de Python pour récupérer des données sur le web. Et je travaille essentiellement également sur Power BI. Voilà. Et moi, moi, c'est plutôt l'inverse d'Estelle. Moi, je suis plus à 80-90% sur Python. J'utilise très peu SQL, je l'utilise un peu parce que c'est le langage qu'on utilise dans GCP, donc Google Cloud Platform et aussi Looker Studio. Mais voilà, moi je fais beaucoup d'analyse de traitement de fichiers et de l'automatisation de fichiers. Donc voilà, j'utilise beaucoup Python et l'EDA, l'étape de l'EDA est très importante, je m'en aperçois vraiment tous les jours. Donc voilà, c'est des basiques qu'on apprend mais qui sont hyper importants. Ouais, moi j'ai une question d'une de mes apprenantes du coup, parce que forcément le live est un peu buggé, donc je leur ai demandé un petit peu de me transmettre. J'ai une
question d'Anne-Laure qui dit très terre à terre, qui demande à peu près combien de temps pour vous vos recherches ont duré et à peu près combien d'entretiens. C'est effectivement très terre à terre, ça dépendra des profils, mais je pense que ça lui donnera une bonne base pour un peu aussi visualiser votre parcours et plus avoir de chiffres sur ça. On va avoir des fourchettes. Tu peux répéter la question dans le micro? La question, c'est combien de temps on a mis pour retrouver un emploi et le nombre d'entretiens qu'on a passés. Moi, on a terminé la formation le 25 octobre ou 24 octobre et moi, j'ai commencé le 16 décembre. Et j'ai passé 3-4 entretiens, je crois. C'était quoi la question? La durée des entretiens. La recherche, non, la durée de la recherche. Ouais. Ah oui, 4 entretiens, mais par contre 4 entretiens pour 70 candidatures. Oui, Voilà. Voilà. Ouais, effectivement, pour le coup, il y a beaucoup de candidatures pour moi aussi. Je ne saurais pas dire un nombre, mais je pense qu'effectivement, on doit être dans 70 candidatures. Et pour le coup, je pense que j'ai fait une petite dizaine d'entretiens, un truc comme ça. Oui, moi je pense que sur le nombre de candidatures, je suis à encore plus. Je pense que j'étais à une bonne centaine, donc il ne faut pas se décourager. Et sur le nombre d'entreprises qui m'ont contactée, je pense qu'il y en a eu 5-6. Et là, chez Carrefour, chez qui je suis, le process a dû se faire en 3 entretiens, je crois. Ah oui. Moi aussi, j'ai eu 3 entretiens. Dont un test technique. Ah oui, le test technique. Ouais. Et oui. Ok, merci. Je peux enchaîner puisque j'ai une autre de mes apprenantes qui me pose aussi la question. Elle s'intéresse plus généralement sur le travail actuellement. Comment est-ce que vous aviez cherché? Est-ce que vous êtes passé par des cabinets ou des plateformes précises? Est-ce que vous êtes sur des missions longues ou courte durée? Comme le live regarde un petit peu, je pense qu'elles n'ont pas eu cette info-là, mais si on peut wrap up un petit peu tout ça. Moi, je suis en CDI du coup depuis janvier. Ah oui, d'ailleurs, j'avais commencé à chercher milieu novembre. Donc, j'ai commencé en mi-janvier en CDI. Et du coup, je suis dans un cabinet de conseil. Je ne sais plus ta question derrière. C'était, quels sont à peu près vos... est-ce que vous êtes passé par des plateformes, cabinets, si c'est des plateformes, lesquelles, et ensuite les contrats actuellement que vous avez visés / eu? Moi, j'ai essentiellement fait mes recherches sur Welcome to the Jungle et LinkedIn. Les deux... Alors LinkedIn, il y a un peu tout... Enfin, il y a beaucoup de gens qui contactent finalement des chargés de recrutement, etc. Souvent, ça débouche pas à temps, ou c'est pour proposer du freelance. Donc ça fait partie des entretiens que j'ai eus. Et sinon, c'est sur LinkedIn moi, que ça a débouché, où finalement, alors, j'ai fait plein de candidatures avec des lettres que j'ai mises, que j'ai passé du temps à faire des lettres de motivation, etc. Clairement, ça n'a pas fonctionné sur ce côté-là pour moi, en tout cas. En fait, j'ai juste fait une candidature simplifiée, et c'est là que ça a débouché pour moi. Moi, c'est l'inverse. Voilà. Sur LinkedIn, je trouvais qu'il y avait un peu de tout. Souvent, d'ailleurs, les fiches de poste de data analyst, c'était data analyst, data eng, enfin tout, quoi, sauf un seul poste. Et donc, je candidatais quand même, mais sans trop de surprise. Enfin, me concernant, j'étais pas surprise de pas être rappelée parce que je cherchais un poste de data analyst avec une lettre de motivation de data analyst et des compétences de data analyst. Donc, j'ai quasiment eu aucun retour de toutes mes candidatures LinkedIn, alors que sur Welcome to the Jungle, c'est là où à chaque fois on m'a rappelé. Parce que déjà, j'ai trouvé que les fiches de poste, elles étaient mieux construites. En tout cas, ça répondait vraiment au métier que je cherchais. Et voilà. Et donc, grâce à ça, après, j'ai pu passer des entretiens depuis Welcome to the Jungle. Mais c'est les deux moteurs de recherche d'emploi que j'ai utilisés principalement. Après, je me suis pas égarée non plus parce qu'il y avait quand même déjà beaucoup d'offres sur les deux. Et je m'étais pas limitée. Je postulais stage, CDD, CDI. Et aujourd'hui, du coup, je suis en CDI pour un métier de data analyst, vraiment, et je fais que des missions de data analyst. Moi, tout comme Estelle, j'ai postulé pour des postes de CDI, CDD, stage sur LinkedIn. D'abord sur LinkedIn, et puis après, justement en parlant avec Estelle et Océane, j'ai regardé sur Welcome to the Jungle. J'ai l'impression qu'il y a plus d'offres.
mais c'est peut-être juste une impression. Et du coup, mon emploi actuel, donc je suis en stage chez Carrefour et c'est via Welcome to the Jungle que je l'ai trouvé. Et donc c'est vrai que c'était les deux principales plateformes pour ça, ouais. Ok. Jeanne me pose une autre question, si vous le voulez bien. Alors, je connais vos situations, mais c'est bien de la rappeler. Elle me dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances pour les provinciaux de trouver un travail à Paris en télétravail? Je connais un peu votre cas, vous êtes du coin, mais est-ce que peut-être dans votre entourage, vous avez des exemples? Toi, je sais que tu as un freelance, alors il est plutôt data eng, mais parmi vos collègues, est-ce que vous voyez des situations un petit peu de télétravail, mi ou full télétravail, ou est-ce que vous sentez que c'est compliqué? Pour le coup, ça dépend de l'entreprise. Enfin, La question. Ah, je répète la question. En termes de télétravail, En termes de télétravail, comment ça se passe? Ça dépend des entreprises. Là où je suis, on peut faire 3 jours de jour. Et tout le monde fait 3 jours de jour, enfin 3 jours au bureau et 2 jours chez soi, quoi. On peut choisir les jours qu'on veut. Donc il y a plein de personnes qui prennent le jeudi, vendredi. Et donc, il y en a qui sont sur Paris, mais il y en a aussi qui sont sur Marseille, je sais, et qui du coup viennent à Paris lundi, mardi, mercredi, et ils rentrent mercredi soir à Marseille. Moi perso, je suis sur Paris, donc je fais mon télétravail, je change, ça m'est égal, mais je pense que c'est très propre à l'entreprise. Et après, j'ai vu, mais a posteriori, qu'il existait aussi des sites où on pouvait chercher du full TT sur ces métiers-là. Ah ouais? Ouais. Après, moi, personnellement, ça m'intéressait pas et j'ai pas du tout postulé parce que j'avais besoin d'être avec une équipe en présentiel sur un premier poste. Peut-être qu'il y a des gens sur un premier poste qui se sentent suffisamment en confiance et compétents pour bosser tout seul. Moi, je me sentais pas du tout à l'aise avec ça, donc je préférais limite être en full time que avoir full TT chez moi, quoi. Alors moi, dans le cabinet, on a 3 jours de TT recommandés. Après, je sais que c'est assez flexible. En soi, on peut faire plus comme on peut faire moins. J'ai des collègues notamment qui sont partis quelques mois dans un pays pour travailler et puis ça posait pas de problème. Après, ça dépend. Cabinet de consulting, on est rattaché au client. Donc dans l'idée, ça dépend du client et comment il l'accepte. Actuellement, par exemple, alors j'ai droit à 3 jours de TT par semaine. Je peux en faire plus si j'ai envie, mais en soi, en gros, on a 2 jours où on doit être là, où c'est recommandé d'être là, c'est-à-dire que les équipes sont là, ça permet de voir un peu tout le monde au niveau du travail, c'est le mardi et le jeudi. Mais actuellement, mon client, par exemple, il est plus pour avoir 1 jour uniquement de télétravail par semaine, donc je suis comme mon client en fait. Je pense que c'est très propre aux entreprises pour le coup. Oui, nous, chez Carrefour, on a 2 jours de télétravail. Moi, je suis au siège à Évry. Il y a un siège à Massy. Il me semble qu'ils font un peu plus de télétravail, donc c'est assez courant. Après, je pense que comme tous, pour des débutants, quand on arrive, généralement, le télétravail, il y a certaines entreprises où il faut passer la période d'essai, donc il n'y en a pas les premiers mois. Mais ça me semble faisable. J'ai vu moi des offres LinkedIn où effectivement sur la localisation c'est full remote, donc c'est complètement en distanciel. Moi c'est pas quelque chose que je recherche encore une fois, donc voilà, je me suis pas intéressée, mais j'ai vu quand même plusieurs offres passer en étant complètement en distanciel. Après, est-ce que c'est adapté à des profils juniors? Ça, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Il me pose pas la question, mais je vais le faire pour eux. On revient un petit peu sur la formation bootcamp, data analyst, triple module. Comment vous l'avez vécu en termes de montée en compétences au quotidien? Comment après, post-formation, vous avez vu peut-être les compétences se solidifier? Vous avez dit ah oui, il y a ça, ça, ça. Comment vous l'avez vécu au fur et à mesure? Très bien. Très bien. Je redis la question. Ouais, comment on a vécu la formation? C'était intense. On l'a dit tout à l'heure, en fait, il faut être motivé parce que en 2 mois, on voit beaucoup de compétences. Donc, comme on le disait, on arrive sur le marché du travail avec beaucoup de compétences, mais parce que pendant 2 mois, il faut s'investir. Donc, si on n'arrive pas à s'accrocher à ce qu'on nous apprend au quotidien, on en a plus ou moins à la fin des compétences. Mais ouais, franchement, c'était intense. Moi, il y a des semaines où je me suis dit, je vais pas y arriver.
Et après, j'ai quand même continué. Je me suis dit, pourquoi les autres et pas moi? Il y a eu 20 batchs avant nous, donc je vais y arriver moi aussi. Et en fait, ça se fait, quoi. Il faut juste redoubler d'efforts, faire confiance du coup à l'équipe pédagogique et se dire que ça va le faire, quoi. Donc, je sais pas, se faire confiance et avancer. Après, de toute façon... je pense que les projets aussi, à la fin, ça rassure. Je ne sais pas vous, mais moi, de pouvoir mettre en application tout ce qu'on a vu de manière théorique, ça m'a beaucoup rassurée. Et déjà, rien que le format, d'avoir vraiment la partie théorique le matin et pratique l'après-midi, ça, c'était top. Enfin, une fois de plus, c'est personnel, mais ça m'a vraiment permis de me rassurer parce que des fois, le matin, ça pouvait paraître flou parce que c'est hyper théorique et nouveau pour certains et complexe. Et après, ça prend sens quand on le met en pratique, quoi. Donc, moi, ça m'a convenu. Et je te rejoins complètement pour le coup sur le fait que le matin on fait de la théorie et que l'après-midi on fait de la pratique. Ça m'a beaucoup plu. Parce qu'effectivement, quand on voit des choses le matin, on fait des petits exercices, etc. ensemble en cours. Et finalement, des fois on a l'impression de comprendre, mais quand on l'applique l'après-midi, c'est pas tant acquis que ça. Et inversement, quand c'est un peu flou le matin et que finalement on est en train de cravacher dessus l'après-midi, on arrive à se débloquer et en tout cas on apprend. La pratique est hyper importante, j'ai l'impression, en data. Et donc l'appliquer, avoir les copains à droite à gauche pour aider, c'est pas mal aussi. Je trouve que franchement, le format était vraiment bien. Moi, je trouvais ça intense dans le sens où il faut avoir acquis ce qu'on a fait la veille pour progresser sur la suite. Donc ça m'a un peu fait peur au début puisque j'avais peur de prendre du retard en fait tout simplement. Alors que finalement, tout est fait pour que ça passe. Et donc c'est passé, c'est bien passé. Donc du coup non, il y a vraiment pas de. C'est pour ça que je dis qu'elle est assez accessible comme formation, c'est que finalement on est, même si on galère sur certains points, déjà on a l'après-midi où on peut être encadré un peu plus. On a les copains à droite à gauche qui peuvent aider. Et puis dans tous les cas, on n'est jamais laissé à l'abandon, donc ça va. Oui, moi je vous rejoins aussi. Moi j'ai un très bon feedback sur la formation. Moi, l'une de mes inquiétudes avant d'arriver, c'est que j'ai un profil où j'ai fait un bac littéraire. Moi, dans mon inconscient, je me disais il faut peut-être être un peu plus scientifique ou à l'aise avec les maths, ce qui est bien, c'est un plus, c'est sûr. Mais moi, le fait de ne pas être matheuse du tout, ça ne m'a pas empêché de suivre la formation et de comprendre ce qu'on nous disait. C'est accessible à tout le monde, il faut être motivé. On a eu des super bases. Moi, à l'heure actuelle, j'utilise pas tout ce qu'on a appris parce qu'en fait, la formation, pour moi, c'est vraiment un éventail de choses de possibles. Et même dans la formation, on n'apprend pas tout sur tous les langages parce que ce serait impossible de faire ça en 2 mois. Mais je me répète, mais vraiment, on a les bases, mais c'est le plus important. Et moi, aujourd'hui, je m'en sers tous les jours, surtout sur la partie Python. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un bon bagage. Et ensuite, ne pas se limiter pour sa première expérience. Moi, justement, je commence par un stage et en fait ça me va bien parce que quoi qu'il arrive, même si sur le papier c'est un stage, les missions c'est un vrai job et ça me permet de pratiquer et je pense que c'est vraiment ça l'important, c'est si on peut ne pas laisser trop de temps entre la fin de formation et le moment où on va rentrer vraiment dans la vie active parce qu'il faut pratiquer et on voit encore plus l'intérêt de ce qu'on a appris quand on le met en œuvre dans une entreprise. Oui. Et pour le coup, le fait d'avoir eu les bases, la réflexion est là derrière, je trouve. En fait, on a les bases qui suffisent à débloquer les niveaux d'au-dessus, un peu, comme un jeu vidéo. Mais dans l'idée, il y a un peu de ça, je trouve. Non, mais justement, sur ce que tu disais, Aurore, et même Océane, sur le fait que tous les jours, on devait acquérir des compétences pour le lendemain, c'était un peu stressant. Parce que des fois, on se disait, pareil, je vais pas retenir, je vais pas arriver à avancer. Et en fait, il y a des choses, on peut pas les retenir, c'est juste humain. Qu'en 2 mois, on retienne pas tout. Et finalement, quand on s'en resserre 1 mois après, on s'en souvient. Donc, c'est vrai que sur le coup, on stressait de pas s'en souvenir et de se dire, c'est trop compliqué, je m'en souviendrai pas. Et en fait, ça revient assez naturellement. Et c'est vrai que à la fin de la formation, finalement, tout ce qu'on a vu, moi, je me sens à l'aise de le réutiliser. Peut-être pas de répondre à des questions tout de suite, mais voilà quoi. Ok, merci. Il me reste en soi 2 questions, une sérieuse et une
petite référence à une de mes apprenantes, donc on finira par celle-ci. Mais tu avais commencé à embrayer sur, voilà, aujourd'hui toi tu utilises pas mal de Python, toi finalement c'est pas mal de SQL, et toi tu es analytic engineer, donc vous êtes vraiment les 3 profils en même temps. Mais est-ce que vous trouvez que les 3 modules, enfin les 3-4 modules se complètent bien ensemble, même si vous les utilisez pas? Par exemple, Estelle, aujourd'hui tu n'utilises pas de Python, mais est-ce que tu sens que ça pourrait te servir par exemple dans l'évolution ou dans ton taf? Est-ce que toi, Aurore, tu pourrais faire du SQL, ou tu te dis, ouais, vas-y, je suis en confiance, ça m'aiderait à faire mieux mon taf? Et toi, Océane aussi, peut-être justement, Power BI, tu l'avais, mais les compétences acquises en DA, peut-être tu te dis, ouais, ça me sert toujours dans ce sens ou dans ce sens. Oui, tout à fait. Pour le coup, même si l'entreprise aujourd'hui, dans les outils qu'elle propose, ne me demande pas de faire du Python, là, il n'y a pas plus tard que cette semaine, enfin la semaine dernière en l'occurrence, j'ai eu besoin de cleaner un fichier. En fait, j'ai ouvert Google Colab parce que Excel, je ne sais pas m'en servir. Et du coup, j'ai cleané mon fichier sur Google Colab. Ça m'a pris 10 minutes, alors que sur Excel, j'aurais dû demander à l'intelligence artificielle comment cleaner mon fichier. Donc, en fait, c'est pas attendu, mais en tout cas, ça me sert. Et je pense que dans l'émission que je pourrais prendre après, enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr, ça va me servir aussi, puisque étant donné que là, j'ai déjà bien avancé sur ma partie vraiment métier, mon rôle principal, je vais pouvoir prendre d'autres missions qui sont plus proches de celles des data eng, mais je serai en binôme avec eux. Et ils ont ce genre ils utilisent ce genre de langage pour certaines choses, donc ça en fera partie. Moi de mon côté, donc moi je suis plus sur Python, mais effectivement comme je disais, SQL ça me sert parce que nous chez Carrefour on est à fond sur Google, donc on utilise la Google Cloud Platform. Et quand je fais des requêtes sur BigQuery, c'est du SQL. Quand je me crée aussi des métriques dans Looker, c'est du SQL. Donc, en fait, voilà, on voit très bien que les deux se complètent et ça nous sert. Et pareil pour la DataVis, chez DataBird, on apprend Power BI. Moi, donc chez Carrefour, on est sur Looker, donc c'est pas la même chose. Mais quoi qu'il arrive, on essaye d'acquérir quand même des réflexes qui nous permettent, ou des bonnes pratiques de ne pas surcharger un graphique, d'aller à l'essentiel, etc. Donc, quoi qu'il arrive, je trouve que l'ensemble des basiques qui nous sont enseignés nous servent, en tout cas me servent dans ma vie de tous les jours de data analyst. Je rejoins les filles encore une fois. Moi, j'utilise donc essentiellement SQL et puis Power BI, mais je sais qu'effectivement, là récemment, j'ai dû utiliser Python pour, pareil, nettoyer un fichier, puisque SQL est un peu limité en termes de nettoyage de fichiers. Donc, je sais que voilà, c'est un truc qui revient assez facilement et c'est un réflexe que j'ai maintenant de pas passer ça sur Excel, justement, et de passer plutôt sur Python. Après, j'utilise moins Python pour l'instant, mais je sais que si j'ai la chance d'avoir des missions de web scrapping, etc., et je l'espère, je pourrais jouer un peu plus avec Python. Mais ça, moi, c'est pareil. Donc, moi, ça va dépendre des clients, en fait, des missions qu'ils auront. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est plus SQL et Power BI avec un peu de Python de temps en temps et je l'espère un peu de DBT pour la suite. C'est ça. On verra. Ok, merci beaucoup. Je termine ma série de questions. Vous êtes transmise par une grosse partie de mon batch actuel, par une question plus fun, et on en avait déjà parlé durant notre batch. Est-ce que vous continuez à faire des rêves en Python la nuit? Alors moi, je rêvais pas de Python. Je vais pas vous dire de quoi, mais non, du coup. Non, tout va mieux. Tout va mieux. Moi, j'ai pas fait non plus de rêve de Python. Je rêvais que j'y arrivais pas, mais pas que c'était spécifiquement Python. Là, ouais, je pense que c'est ça doit dépendre des profils. Non, alors je cogite la nuit, oui, c'est ça. Moi, je me débloque la nuit, en gros. Moi, je pense que c'est pareil. Enfin, je suis pas sûre de rêver de Python, mais ça m'arrive des fois si j'ai passé une journée vraiment intense sur un fichier et que j'ai bloqué à certains endroits, je peux des fois avoir une révélation je sais pas, qui m'arrive dans la nuit, où je me dis tiens, je devrais essayer ça. Voilà. Et du coup, tu te réveilles et tu le notes rapidement sur ton téléphone. C'est ça. Ouais. Ok, merci. Merci les filles. Est-ce que pour terminer, vous auriez peut-être un petit mot, dernier encouragement, dernier conseil, dernière chose que vous voudriez dire
aux futurs apprenants, aux apprenants en cours, aux alumni à qui... Franchement, faites-vous confiance. La réussite ne dépend que de vous, puisque franchement, je le redis, mais l'équipe pédagogique et les outils, ils sont largement mis à disposition pendant la formation. Donc voilà, foncez quoi. Oui, moi je dirais une bonne dose de motivation et plein de courage. Voilà. Pareil, beaucoup de motivation, ne pas se décourager parce qu'effectivement, à la sortie de DataBird, on cherche tous à trouver un emploi. Et comme on vous a dit, nous, on a postulé quand même à beaucoup d'offres, mais il en suffit d'une. Donc en fait, il ne faut pas lâcher. Et si vous êtes motivé, ça va arriver. Merci. Merci.